Bienvenue sur notre chaîne. Merci de regarder et de vous abonner. Nos statistiques ont déjà commencé à s'améliorer, mais malgré cela, 89% de nos spectateurs regardent sans s'abonner. Je fais de mon mieux pour vous, soutenez notre chaîne en vous abonnant et en likant. Cela nous aidera à continuer à grandir et à créer un contenu encore plus intéressant pour vous. Grandissant, je n'aurais jamais imaginé à quel point ma vie allait changer. Dans une petite ville soudée, j'étais celui qui sortait du lot, plus concentré sur l'école que sur le fait de m'intégrer. Alors que mes camarades de classe étaient intéressés par les sports et les fêtes, j'étais absorbé par les livres et la programmation informatique. Pendant ce temps, j'ai découvert ma passion pour les affaires, bien que la plupart des gens me voyaient simplement comme le gars silencieux et nerd. Malgré ma timidité, je ne pouvais pas ignorer Beverly, la fille que tout le monde admirait. Elle était tout ce que je n'étais pas, confiante, populaire, toujours sous les projecteurs. Je n'aurais jamais imaginé que nous établirions un lien. Mais la vie a une façon de vous surprendre. Des années plus tard, cette fille intouchable est devenue ma femme. Pour comprendre cela, vous devez en savoir un peu plus sur moi. Je suis Cliff Chambler. Au lycée, j'étais étiqueté comme un nerd. Beverly, que j'appelle maintenant Bev, était la cheerleader principale et la reine du bal, pratiquement royale dans notre école. Elle sortait avec Buster Snipes, le capitaine de l'équipe de football, et même si je pensais qu'il était un imbécile, ils formaient un couple frappant. Je n'étais pas dans leur monde. Mais j'avais entendu les rumeurs sur leur comportement sauvage lors des fêtes. Après le lycée, j'ai obtenu un MBA à l'Université de Virginie. Dans le programme de MBA, je suis devenu proche de mon professeur de finance. Après avoir obtenu mon diplôme, je suis retourné à Petersburg et j'ai travaillé dans une petite entreprise tout en développant des logiciels en parallèle. Mon professeur a entendu parler de mon projet et m'a encouragé à créer ma propre entreprise, offrant de m'aider à la faire démarrer. Avec son aide, j'ai mis en place une société privée et mon logiciel a décollé, menant à une entreprise très prospère. Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, j'ai engagé mon professeur comme consultant. À peu près à la même époque, j'ai échangé mes lunettes à monture en fil pour des lentilles, et mes cours de MBA m'ont aidé à construire ma confiance. J'ai appris à affirmer mes droits, et à bien des égards, cela a marqué le début de ma transformation d'un nerd en homme d'affaires. Environ 4 mois après le lancement de mon entreprise, j'ai rencontré un client potentiel et je suis tombé sur Bev, qui était la secrétaire du président. Je l'ai reconnue immédiatement, mais il lui a fallu un moment pour se souvenir de moi. Nous avons eu une agréable discussion en attendant ma réunion et je ne pouvais m'empêcher de remarquer qu'elle était encore plus attirante qu'au lycée. Avant de partir, nous avons convenu de nous revoir, bien que je n'y ai pas beaucoup pensé par la suite. Elle semblait hors de ma portée. Quelques semaines plus tard, je suis revenu pour une autre réunion et Bev a mentionné qu'elle était déçue que nous ne nous soyons pas encore rencontrés. J'ai été surpris qu'elle s'en souvienne. 2 semaines plus tard, nous nous sommes enfin réunis. Notre première rencontre s'est si bien passée que nous avons commencé à sortir ensemble régulièrement. Nous avions beaucoup en commun et nous étions à l'aise l'un avec l'autre. Elle faisait souvent des commentaires sur le fait que j'avais beaucoup changé et regrettait que nous ne nous soyons pas connectés plus tôt. Bien que nous n'ayons pas eu de relations sexuelles, elle m'a introduit à de nouvelles sensations et voulait que je l'emmène au lit, mais j'ai été élevé pour éviter les relations sexuelles avant le mariage. Nous nous sommes mariés 7 mois plus tard. Pendant notre temps ensemble, elle a clairement indiqué qu'elle n'était pas une bonne femme de ménage, mais cela ne me dérangeait pas. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un comme elle s'intéresse à moi. Nous avons eu un mariage en début d'après-midi, et notre nuit de noces était prévue à San Francisco, avec une lune de miel à Hawaï le lendemain. Cette nuit-là, en tant que bonne femme de ménage, j'ai éprouvé un tout nouveau monde de proximité. Lors du vol vers notre lune de miel, nous avons même rejoint le club des Mile High. Une fois arrivé, le trajet en taxi vers l'hôtel était tout sauf ordinaire, car Bev ne pouvait pas me lâcher. J'étais submergé par cette nouvelle expérience sexuelle, me sentant à la fois gêné et intrigué par des émotions que je n'avais jamais vécues auparavant. Lorsque nous sommes arrivés dans notre chambre, nous avons pris une douche ensemble. Elle est ressortie un peu plus tard, portant une nuisette transparente qui ne laissait rien à l'imagination. Elle s'est allongée sur le lit et, d'une voix douce, a dit « Mon chéri, c'est notre nuit de noces. Il est temps de consommer notre union. » Notre première fois ensemble était intense. Nous avons passé la majeure partie de la nuit à avoir des rapports sexuels et nous avons failli rater notre vol pour Hawaï le lendemain matin. Éreintés, nous avons dormi pendant la plupart du vol. Je ne vais pas entrer dans les détails,
mais pendant nos 2 semaines à Hawaï, nous avons eu beaucoup de relations sexuelles. À la fin de notre lune de miel, j'avais l'impression d'être devenu un expert. Je me demandais pourquoi je n'avais jamais pensé au sexe avant. L'expérience de Bev ne venait clairement pas des livres ou des films, mais son passé ne m'embêtait pas. Pendant notre première année, Bev m'a parlé de sa relation avec Buster. Ils avaient été sérieux, mais après le diplôme, elle a réalisé qu'il ne menait à rien. Il a fini par travailler dans le bâtiment, a été surpris en train de voler, et est devenu connu des policiers. Finalement, il a déménagé à Philadelphie, et elle a perdu contact avec lui. La vie était merveilleuse pour nous jusqu'à environ 1 mois. Notre 10e réunion de lycée approchait. Je n'étais pas très intéressé à y aller, mais Bev était impatiente de retrouver ses anciens amis. Beaucoup avaient déménagé, s'étaient mariés ou avaient disparu, alors nous avons décidé d'assister. Nous avons envoyé notre réponse avec le paiement pour la réunion. Le comité avait loué un salon pour l'événement et chaque classe avait une suite d'hospitalité. La nuit précédant la réunion, nous avons discuté de ce à quoi nous attendre. Je rappelais à Bev que tout le monde avait 10 ans de plus et probablement marié, mais elle était impatiente de revoir ses vieux amis. Elle a énuméré des noms mais n'a pas mentionné Buster, alors j'ai demandé s'il serait là. Elle a hésité et a dit qu'elle ne savait pas, mais que si c'était le cas, je n'avais pas à m'inquiéter. C'était un loser. La nuit de la réunion, Bev avait l'air ravissante dans une robe de cocktail beige qui mettait en valeur sa silhouette incroyable. J'étais fier d'être avec elle et je savais qu'elle attirerait tous les regards. Elle m'a demandé si j'approuvais, et j'ai répondu par un baiser passionné. En me retirant, elle a taquiné, « Ne fais pas chauffer le moteur trop tôt ou trop vite, Buster. » Je n'étais pas sûr si c'était juste un choix de mots ou quelque chose de plus, mais elle est retournée mettre son rouge à lèvres avant que nous partions. À l'hôtel, nous avons récupéré nos badges nominaux et des mini-albums de classe avec de vieilles photos et des noms mis à jour pour les femmes mariées. Bev a rapidement été entourée de salutations et de compliments de ses anciens amis, tandis que je traînais avec quelques gars que j'avais connus. Cela a pris plus d'une demi-heure pour amener Bev dans la salle de bal principale, où elle a encore été entourée par ses amis. J'ai traîné jusqu'à ce que l'appel pour le dîner soit fait. J'ai feuilleté l'album et je n'avais pas vu la photo de Buster, ce qui était un soulagement. Certaines personnes qui ne pouvaient pas assister avaient envoyé des notes et payé la taxe de soutien à la réunion. Lorsque Bev a demandé si elle pouvait s'asseoir avec ses anciens amis, j'ai été déçu mais je ne l'ai pas dit. J'ai fini à une table. Avec d'autres conjoints, loin de Bev. Le dîner était ennuyeux et je me suis rappelé pourquoi je ne voulais pas y aller. Après quelques discours et un toast, le bar et la piste de danse sont ouverts. J'ai entendu un tumulte près de la table de Bev et j'ai vu Buster s'approcher d'elle. Elle l'a pris dans ses bras et lui a donné un baiser. Puis, il a pris sa main et l'a menée sur la piste de danse. J'étais furieux. Je suis monté sur la piste de danse, j'ai tapé Buster sur l'épaule et j'ai dit, « La première et la dernière danse appartiennent au conjoint. » Bev a halté et a dit, « Chérie, tu te souviens de Buster, n'est-ce pas ?» J'ai répondu froidement, « Ouais, je me souviens. Cette danse est à moi. » Buster, ne me reconnaissant pas depuis l'école, s'est éloigné à contre-séure. Après son départ, Bev m'a critiqué de ne pas être plus amical. Je me suis rendu compte que Bev avait beaucoup bu. Je me suis excusé mais je lui ai dit que je n'avais jamais aimé Buster et que cela n'avait pas changé. J'ai ajouté, « Tu m'as abandonné avant le dîner, et maintenant tu te retrouves dans les bras de quelqu'un d'autre. Suis-je juste un bagage supplémentaire ce soir ?» Elle a souri, s'est excusée et a dit qu'elle voulait juste retrouver ses anciens amis. « Nous avons toute une vie ensemble, a-t-elle dit. Ne me serre pas trop. » Je n'étais pas heureux, mais nous avons terminé la danse. Je lui ai dit de passer un bon moment, mais je lui ai demandé de ralentir sur l'alcool. Elle a promis de me garder quelques danses mais semblait agacée et a dit, « Ne fais pas celui qui est de mauvaise humeur. » Je sais gérer mon alcool. Je me suis assis seul, frustré lorsque j'ai entendu une voix familière derrière moi. C'était Penny, une ancienne camarade de classe. Nous avons parlé brièvement et elle m'a averti de garder un œil sur Bev et Buster. Je l'ai rassurée en disant que je faisais confiance à Bev, mais elle m'a conseillé de rester vigilant. Après que Penny soit partie, un autre ami ancien, Glinda, est venu me voir. Nous avons dansé et discuté, mais lorsque j'ai jeté un coup d'œil à la piste de danse, j'ai vu Bev et Buster danser bien trop près. Je me suis excusé et suis allé pour une interruption, et Buster a grogné à mon adresse, me disant de sortir de la piste. Bev, visiblement ivre, avait un rire léger alors qu'il me poussait.
Ses anciens coéquipiers se sont approchés et je me suis rendu compte que j'étais en position de faiblesse, donc j'ai reculé. Plus tard, Penny est revenue et m'a dit que Buster était en colère après avoir réalisé que j'étais le nerf de l'école. Bev, ivre, était en train de se moquer de moi. J'étais silencieusement en train de bouillir. Lorsque Buster s'est éloigné, j'ai demandé à Bev de danser, espérant désamorcer la situation. Elle a refusé bruyamment, et lorsque j'ai suggéré que nous rentrions, elle a rétorqué « Je ne suis pas prête à partir, alors fous le camp ». Alors que j'essayais d'attraper Bev, un des amis de Buster m'a attrapé le bras et a titubé. Bev a dit qu'elle n'était pas prête. « Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?» Maintenant, 3 amis de Buster m'entouraient. J'ai essayé à nouveau. « Bev, il est temps de partir. » 2 d'entre eux m'ont attrapé et m'ont jeté à travers la piste de danse, perturbant 2 couples. La foule, habituée au harcèlement de Buster, a simplement fait un pas de côté. D'un autre côté, Bev riait et me pointait du doigt, disant « Va t'asseoir en attendant que je sois prête. Je te dirai quand il sera temps de partir. » Buster et sa bande ont pris le contrôle de la piste de danse et personne n'a osé intervenir. Je savais que je n'avais pas de soutien pour les confronter, alors j'ai accepté l'invitation de m'asseoir avec Penny, Glinda et leur mari. Je ne pouvais plus supporter de regarder Bev et Buster, alors j'ai détourné le regard, essayant de profiter de la conversation. Je leur ai dit, je ne m'attendais pas à voir Buster ici. Bev était sûr qu'il ne viendrait pas. Penny a halté. Tu n'as pas vu le dernier mailing? Le nom de Buster y figurait, mais il n'avait pas payé pour le dîner ni pour la réunion. Il doit avoir profité d'une voiture. Mon estomac s'est noué alors que je réalisais que Bev avait menti sur son doute de sa présence. Après 1h du matin, Penny est revenue avec de mauvaises nouvelles. Il se passe quelque chose dans la suite d'hospitalité, et tu ne vas pas aimer ça. Je me suis levé, mais Penny m'a attrapé le bras. Cliff, ne fais pas ça. Tu vas juste être blessé, ai-je répondu. C'est ma femme. Je ne peux pas simplement rester ici. J'ai couru à l'étage et j'ai forcé la porte de la suite. Ce que j'ai vu m'a mis en colère. Bev dansait de façon provocante avec Buster, sa robe relevée autour des hanches, sans sous-vêtements. Buster n'avait pas non plus de pantalon. La foule chantait « Allez Buster, allez », tandis qu'il dansait de manière suggestive. J'avançais vers eux, mes 2 amis de Buster m'ont attrapé. La danse s'est interrompue et Buster a ricané « Eh bien, si ce n'est pas notre nerf préféré venant à la rescousse de la belle demoiselle. » Tout le monde a ri. Buster m'a provoqué « Si tu veux, viens la chercher. » Ses amis m'ont poussé vers lui et Buster m'a donné un coup de poing dans l'estomac, me coupant le souffle. Alors que je gaspillais ma respiration, il m'a moqué « Lève-toi et bats-toi pour elle, nerf. » Bev s'est approchée, se moquant de moi aussi. « N'aimes-tu pas assez pour te battre ?» Je pensais avoir épousé un homme. Buster m'a soulevé par ma chemise, prêt à me frapper à nouveau, mais il a ri. Il n'en vaut pas la peine. Attachez-le à une chaise pour que nous puissions regarder un vrai homme en action. Ils m'ont ligoté et la foule a applaudi alors que Bev commençait à se déshabiller. J'ai crié, « Bev, arrête. Rentrons à la maison. » Buster a ricané. C'est ce qu'une femme veut, pas quelqu'un comme toi. Bev m'a frappé et a dit, « Bien, Buster, chéri. » Puis ils m'ont mis une serviette dans la bouche pour que je reste silencieux pendant que Buster et Bev avaient des rapports sexuels devant moi, acclamés par la foule. Lorsque cela a été terminé, Buster m'a délié et m'a défié. Résolvons cela comme des hommes. Celui qui gagne la prend à la maison. J'ai retiré la serviette de ma bouche et j'ai averti Bev. Cela aura des conséquences pour ça. Arrête maintenant. Elle ne m'a à peine regardé. Je suis occupé. J'ai fixé Buster. Va te faire foutre. Mais avant que je puisse agir, il m'a donné un autre coup de poing et je suis tombé dans le couloir. Allongé là, j'ai entendu les portes se fermer et les rires de l'intérieur, avec la voix de Bev s'y joignant. J'ai titubé sur mes pieds, me suis nettoyé dans les toilettes et suis retourné à la salle de bal. La plupart des invités étaient partis ou partaient, mais Penny et son mari étaient encore là. Dès qu'elle m'a vu, Penny s'est précipitée vers moi, préoccupée. Cliff, je suis tellement désolé. J'avais le sentiment que cela arriverait avec Buster. Il n'a pas réservé de chambre et pourrait essayer d'emmener Bev chez lui. À ce moment-là, j'ai solidifié mon plan. J'avais entendu les discussions sur le fait d'aller chez Jacques après l'hôtel. Après avoir dit mes adieux,
j'ai pris mon portable de la voiture et j'ai appelé mon ami, le sergent Tim Albright au poste de police. Tim. C'est Cliff. Tu devrais être intéressé par ce qui se passe. Des voitures vont partir bientôt et je suis sûr que les conducteurs sont bien plus de la limite. Tim Harry. Je vais envoyer 3 voitures tout de suite. Toujours heureux de rendre service à Buster. Après avoir raccroché, j'ai cherché dans la salle de bal et trouvé la veste de Buster avec son permis de conduire et ses clés de voiture. Sa voiture était une location, alors je suis sorti, je l'ai trouvée et j'ai retiré la tige de la valve du pneu avant. Puis j'ai appelé la société de location pour confirmer que le service d'urgence mettrait plus d'1 heure à arriver. En sortant, j'ai vu Tim bloquer l'intersection avec sa voiture de patrouille. Il m'a fait signe et a demandé sont-ils encore là-dedans? J'ai hoché la tête. Ils sortiront bientôt. Tu veux voir ça? Je me suis garé au coin de la rue et suis revenu pour regarder le spectacle. En 20 minutes, 9 voitures ont été arrêtées et tous les conducteurs ont été arrêtés. Certains conjoints étaient trop ivres pour conduire, donc la police les a ramenés chez eux. D'autres ont vu leur voiture remorquée. Tim est venu vers moi. Que dire de Buster et de ta femme? Ils ont été retardés, ai-je dit, juste au moment où mon téléphone sonnait. C'était Bev, ivre et en colère. Où diable es-tu? Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? J'ai répondu calmement. Tu as clairement fait comprendre que je n'étais pas un homme pour toi ce soir. Dis à Baldwin de prendre soin de toi. J'ai raccroché, mais quelques minutes plus tard, Bev a encore appelé, plus civilisé. Buster me ramène après qu'il ait réglé un pneu crevé. Je l'ai invité, et j'ai répondu, sois gentil, j'ai rétorqué. Tu ferais mieux de trouver un moyen de te débarrasser d'eux et de rentrer chez toi. J'ai éteint mon téléphone et dit à Tim ce qui s'était passé. Il a proposé de venir avec moi. Nous avons conduit ensemble, et il a garé sa voiture de patrouille derrière le voisinage, cachée derrière la clôture. Il avait aussi une voiture qui suivait Buster pour s'assurer que rien de dangereux ne se produise sur la route. En attendant, j'ai eu une idée. Tim, tu sais ces bandes épineuses que tu utilises pour arrêter les voitures? Il a compris et a souri. Je suppose que c'est possible qu'elles tombent d'une voiture de patrouille. Nous avons placé 2 bandes épineuses dans mon allée, positionnées juste pour qu'elles soient invisibles jusqu'à ce que Buster y passe. Tim a souri. J'ai entendu parler de ce genre de choses, mais c'est la première fois que je le vois. Son radio a craqué, confirmant que Buster venait de quitter l'hôtel avec 2 passagers. Tim a dit à l'officier de suivre prudemment et de les laisser atteindre leur destination si possible. 20 minutes plus tard, les lumières bleues ont clignoté à l'extérieur. Je m'attendais à un bruit assourdissant lorsque Buster a heurté les bandes épineuses, mais l'air s'est échappé tranquillement de ses pneus avant. Tim et moi avons observé à travers la fenêtre alors que Buster, Bev et Jimmy sortaient de la voiture, à peine capables de se tenir debout. Buster a commencé à faire de petites menaces aux officiers, mais bientôt l'un d'eux l'a menotté et a dit « Vous êtes en état d'ébriété ». Buster a juré, et ils ont dû le forcer dans la voiture de patrouille. Tim a murmuré « Maintenant, il résiste à l'arrestation ». Les agents ont vérifié la licence de Jimmy et ont découvert qu'il n'avait nulle part où aller. Ils lui ont dit qu'il allait être enregistré en tant que vagabond. Jimmy a essayé de frapper un des agents, mais a échoué, ce qui lui a valu d'être frappé sur la voiture et menotté. C'est une attaque contre un agent, a murmuré Tim. Entre-temps, un autre agent, après avoir sécurisé Buster, a interrogé Bev et l'a conduite à la porte. Son langage était irrépitable. Je l'ai laissé entrer, et l'agent a vu Tim. « Salut, sergent », a-t-il salué. Tim m'a demandé, « Avez-vous besoin de quelque chose d'autre ?» Bev a rugi, « Tu as organisé ça. Où vont Buster et Jimmy ?» J'ai calmement répondu, « Oui, je l'ai fait, et ils vont en prison pour conduite en état d'ébriété. » Bev a crié, « Je vais les faire sortir. » Tim s'est approché et l'a averti, « Si tu t'approches de la route, tu les rejoindras. » Elle a essayé de le frapper, mais je lui ai attrapé le bras et ai dit, « Va te coucher, Bev, ou tu vas voir un côté de moi que tu ne vas pas aimer. » Elle m'a lancé un regard noir mais est tombée dans la chambre. Tim m'a dit, « Appelle la société de location au sujet de la voiture. Ils viendront la chercher. » Je l'ai remercié et il est parti. Bev s'est réveillée. Dans le lit, ayant passé la nuit à dormir. Avant l'aube, j'ai pris son chéquier, son argent et j'ai annulé notre carte de crédit conjointe. La plupart de mon argent était déjà dans des comptes séparés, sûrs.
Le lendemain, Bev est venue à table, ayant un drôle d'air. Elle n'a pas croisé le regard en acceptant le café que je lui ai offert. Elle a murmuré un merci et a commencé à pleurer. Après quelques minutes, elle a dit « Je suis tellement désolée. J'étais vraiment mauvaise, n'est-ce pas ?» J'ai répondu « J'aimerais que le terme méchant ait suffi. » Avant qu'elle ait pu répondre, le téléphone a sonné. C'était Buster qui demandait une caution. Bev m'a dit qu'elle avait besoin d'y aller. Je l'ai renvoyée dans sa chaise. Non, Bev. Tu ne fais pas sortir. Ton chéquier, ton argent et ta carte de crédit ont disparu. Tu ne vas pas utiliser notre argent pour ça. Ses yeux se sont élargis. Qu'est-ce que tu veux dire, disparu? Je me suis penché fermement. Je ne suis pas sûr que notre mariage puisse être sauvé après la nuit dernière. Mais laissez-moi être clair. Si Buster s'approche de toi à nouveau, ou si tu le mentionnes, c'est fini. Comprends-tu? Elle a hoché la tête, pleurant. Buster a fini par passer 2 jours en prison parce que personne n'a payé sa caution. Il a été condamné pour conduite en état d'ébriété et dommages à la voiture de location, ce qui a épuisé ses économies. Il a fait du stop pour retourner en ville, fauché. Jimmy est sorti un jour plus tôt mais a dû emprunter de l'argent pour quitter la ville. Leur week-end leur a coûté cher. Tim m'a ensuite dit que 8 autres avaient plaidé coupables pour conduite en état d'ébriété, ayant eu 500 amendes et 6 mois de suspension de permis. Un récidiviste a été condamné à une amende de $1 500 et a perdu son permis pendant 1 an. Je ne versais pas de larmes pour eux. Bev et moi avions à peine parlé pendant des jours. J'attendais qu'elle fasse le premier pas. Si ses parents n'étaient pas déménagés à proximité, j'aurais pu l'envoyer rester chez eux. Mercredi soir, alors que nous nous préparions pour le lit, Bev s'est approchée de moi. « Pouvons-nous essayer de réparer les dégâts ?» demanda-t-elle, m'enlaçant et cherchant un baiser. Je me suis reculé. Les dégâts ne vont pas se réparer au lit, et nous n'aurons pas de relations sexuelles tant que tu n'auras pas un examen médical complet. Je ne risque rien après ce que tu as fait avec Buster. Choquée, elle a protesté, Buster ne transmet rien. Comment peux-tu penser ça? Je l'ai fixé. Les gens qui couchent à droite à gauche ont tendance à attraper des choses. Tu as agi comme une courtisane. Fais-toi vérifier avant de répandre quelque chose, et tu verras le docteur Matthews pour certification. Elle a supplié d'aller voir quelqu'un d'autre, mais j'ai insisté. Elle a pleuré toute la nuit. Le lendemain, elle m'a enlacé. S'excusant et a dit qu'elle était allée voir le docteur Matthews. Les résultats seraient de retour le lendemain. Après le dîner, elle a admis, j'ai beaucoup réfléchi au week-end dernier. Je suis désolé. Je sais que tu as dit de ne pas le mentionner mais tu sais de qui je parle. Nous étions amants au lycée et samedi soir n'était pas la première fois que quelque chose comme ça se produisait. Je l'ai interrompu, pourquoi as-tu menti sur le fait que Buster était là? Elle a hésité, puis a admis, j'avais peur que tu refuses d'y aller si tu savais qu'il serait là. J'ai lancé un regard noir, tu savais ce qui allait se passer à la réunion, n'est-ce pas? Tu l'as planifié. Elle a tressailli, puis a avoué. Cliff, tu savais qui j'étais avant de nous marier. J'ai toujours aimé le sexe et je veux toujours l'expérimenter avec d'autres personnes. Ces mots m'ont frappé durement. J'ai demandé, depuis combien de temps tu couches avec Buster, depuis que nous nous sommes mariés? Elle a insisté sur le fait que c'était la première fois depuis le lycée. Je suis resté silencieux, me sentant malade. Bev, tu m'as dit plus que tu ne penses. Je ne vais pas insister davantage maintenant, mais comprenez ceci. Si tu veux avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, demande le divorce. Nos vœux ne sont pas négociables. Je suis tombé amoureux de l'idée de commencer une famille. Sobbing, elle a dit, Cliff, tu ne comprends pas. Non, Bev, ai-je répondu. Tu ne comprends pas. Si tu ne peux pas rester fidèle, nous ne pourrons pas réparer cela. Je lui ai rappelé que nos projets de fonder une famille étaient suspendus indéfiniment. Nous avons beaucoup de choses à réparer d'abord et je ne vais pas amener des enfants dans ce désordre. Elle s'est encore excusée, en pleurant, et a supplié une chance de réparer les choses, suggérant qu'avoir une famille aiderait. Je lui ai dit fermement, nous pouvons essayer de régler cela, mais je ne te fais pas confiance, et nous ne commençons pas une famille maintenant. Elle commençait à comprendre la profondeur des dégâts qu'elle avait causés. Au cours des semaines suivantes, nous avons eu plusieurs discussions et fixé des critères pour suivre nos progrès. Au cours de l'année et demie suivante,
les choses se sont améliorées. Une chose qui m'a surpris et rassuré, c'est qu'après notre dispute après la réunion, Bev n'a jamais mentionné vouloir avoir des relations sexuelles avec d'autres à nouveau. Il y a environ un mois, nous avons commencé à parler d'avoir une famille, et j'ai commencé à me sentir plein d'espoir. Mais les souvenirs de cette nuit restent présents, et je me suis demandé si je pouvais vraiment passer à autre chose. Je savais que je devais protéger mes intérêts et m'assurer que j'avais une issue du mariage sans perte financière, juste au cas où. Toutes les 4 à 6 semaines, Bev passait quelques jours chez ses parents. Nous étions d'accord sur le fait qu'elle m'appellerait à 21h chaque soir. C'était un moyen de rester connecté. J'aimais que cet arrangement lui donne du temps avec sa famille tout en ayant toujours nos week-ends ensemble. Comme je ne pouvais pas la rejoindre, je lui donnais $200 à chaque voyage pour sortir avec ses parents. Bev semblait rajeunie après chaque visite, appréciant son temps avec ses parents et se reconnectant avec de vieux amis. Lors de son dernier voyage, j'avais un peu de temps libre et j'ai décidé de l'appeler. Quand sa mère a répondu, j'ai demandé Bev, mais sa mère m'a dit qu'elle était à une soirée pyjama chez Janice et ne reviendrait pas avant le matin. J'étais surpris. N'est-ce pas un peu tôt pour une soirée pyjama? Sa mère a expliqué que Bev et ses amis se retrouvaient souvent et restaient parfois nuit. Puis elle a ajouté quelque chose d'étrange. Bev ne les avait pas emmenés depuis longtemps. Cela m'a confondu puisque je lui avais donné plus de $1000 pour cette raison même. J'ai appelé le portable de Bev, mais il était éteint. Quand elle a finalement appelé plus tard, j'ai demandé pourquoi elle n'avait pas mentionné les soirées pyjama. Elle a répondu qu'il ne semblait pas important de le faire. Quand j'ai demandé à propos de son portable, elle a dit que la batterie était morte et qu'elle l'avait laissé charger chez elle. Ces réponses ne m'ont pas semblé justes, et je ne pouvais pas éliminer la sensation que quelque chose n'allait pas. Plus tard, j'ai réalisé que je n'avais pas le numéro de Janice, alors j'ai pris mon téléphone pour rappeler accidentellement le portable de Bev. À ma grande surprise, Bev a répondu. Surpris, j'ai dissimulé ma voix et j'ai demandé, « Ma belle ?» Elle a répondu, « Tu dois avoir le mauvais numéro », puis a raccroché. Les alarmes dans ma tête devenaient de plus en plus fortes, quelque chose se passait définitivement. Elle mentait à propos du portable et j'ai commencé à me demander ce qu'elle pouvait encore cacher. Quand Bev est rentrée, les choses semblaient normales, mais j'étais à présent suspicieux de ses visites chez ses parents. L'histoire des soirées de filles semblait fragile. Nous partagions généralement tout et je ne pouvais croire qu'elle ne mentionne pas ces rassemblements à moins qu'elle ne cache quelque chose. J'ai conclu que les soirées étaient une couverture pour quelque chose qu'elle ne voulait pas que moi ou ses parents sachions. J'ai commencé à poser plus de questions sur Janice, si elle travaillait et comment elle accueillait ses fêtes. Bev a dit que Janice travaillait, mais que quelqu'un avait une clé, et que le groupe se rencontrait souvent chez elle après le travail. Parfois, elle sortait dîner ou commandait des plats à emporter. Quand Bev m'a parlé de son prochain voyage chez ses parents, j'ai décidé de prendre du temps libre et de faire un peu de fouille. J'ai dit à Bev et à mes collègues que j'avais des affaires à Chicago et que je serais injoignable sauf par portable. Bev est partie mardi matin, prévu de revenir vendredi soir. Je lui ai donné une histoire vague sur des réunions avec des clients et des déplacements entre hôtels. Avant qu'elle parte, elle a demandé si elle devait emmener ses parents sortir comme d'habitude. J'étais à nouveau suspicieux, me demandant si elle les emmenait réellement. Je lui ai donc dit que je n'avais pas d'argent liquide et lui ai suggéré de le mettre sur sa carte de crédit. Elle a froncé les sourcils et a dit, « Peut-être que nous ne sortirons tout simplement pas cette fois. » Je lui souhaitais un bon voyage puis, plus tard, je louai une voiture pour la suivre. J'ai enregistré dans un motel près de la maison de ses parents, commodément situé, pour voir ses allées et venues. Cette nuit-là, rien ne se passa. Bev fit un petit voyage à la pharmacie et rentra à la maison. Elle a appelé à 21h comme prévu et nous avons eu une conversation normale. Quand j'ai demandé si elle aurait sa soirée de filles, elle a ri et a dit que oui, elle se retrouvait le lendemain soir. Depuis son dernier voyage, j'avais obtenu l'adresse et le numéro de téléphone de Janice. J'ai appris de la mère de Bev que Janice avait eu un mariage raté et travaillait à la banque. Mercredi, j'ai vu Bev quitter la maison de ses parents et je l'ai suivie jusqu'à celle de Janice. Il y avait 2 voitures garées devant. L'une était une Camry et l'autre un vieux Ford avec des plaques de Pennsylvanie. J'ai cru voir Janice et une silhouette masculine accueillir Bev à son arrivée. Je me suis garé dans une grange voisine où je pouvais observer sans être vu. Après avoir pris un repas rapide, je me suis installé et j'ai observé la maison. Rien de plus ne s'est passé cette nuit-là, et je suis resté caché, attendant des réponses.
À 9 heures, Bev a appelé comme d'habitude. Il n'y avait aucun bruit de fond et elle a dit qu'elle était chez Janice avec ses amis. Quelque chose semblait étrange. Il n'y avait pas d'autre voiture, et je n'avais vu personne arriver. Soit elles avaient été déposées pendant que j'étais à la station-service, soit personne d'autre n'était venu. Au moment où nous allions raccrocher, j'ai demandé « Combien êtes-vous » Elle a doucement répondu « Ce n'est pas une soirée de filles, mais il y a généralement 6 ou 7 d'entre nous. » Ce soir-là, seuls 2 autres sont venus. Sa réponse correspondait à ce que j'avais vu, alors je me suis installé pour attendre. Vers 2 heures du matin, j'ai vu un mouvement. Bev et une autre personne se sont dirigés vers sa voiture et ont resté quelques minutes, bien qu'il faisait trop sombre pour voir grand-chose. Bev a fini par partir, mais personne d'autre n'a quitté la maison. Étrange. De retour au motel, j'ai vu sa voiture, confirmant qu'elle était chez elle. Le lendemain, j'ai conduit près de la maison de Janice et j'ai remarqué que la Camry avait disparu. Pensant qu'elle appartenait à Janice, j'ai vérifié les parkings de la banque et l'ai trouvée là. Je n'ai pas beaucoup appris mais j'ai décidé de surveiller la maison de Janice tôt ce jour-là. Vers 15h30, je me suis installé dans le buisson à nouveau. C'était une belle journée et j'avais un livre et un souper de pique-nique pour passer le temps. Peu avant 18h, la Camry est revenue et une femme est entrée dans la maison. Je regrettais de ne pas avoir de jumelles. Plus tard, j'ai entendu une porte de voiture claquer et j'ai vu que le vieux Ford partait. Je pouvais seulement apercevoir un homme au volant, probablement le même que j'avais vu la nuit précédente. Ensuite, j'ai remarqué un homme et une femme sur le porche, ce qui ajoutait à ma confusion. À 19h, les lumières étaient allumées chez Janice, mais personne d'autre n'était arrivé ou parti. Ne sachant pas ce qui se passait, je débattais entre rester ou retourner au motel. Je pensais pouvoir apercevoir la voiture de Bev si elle revenait chez Janice. Il se passait clairement quelque chose. Lorsque je suis arrivé au motel, j'ai été choqué de voir la voiture de Bev garée à côté du vieux Ford de Pennsylvanie. J'ai attendu quelques minutes pour essayer de digérer cela. Une horrible pensée m'a traversé l'esprit alors j'ai vérifié le Ford et l'ai trouvé déverrouillé. À l'intérieur, c'était le désordre. Des ordures, des vêtements et des emballages alimentaires partout. J'ai ouvert la boîte à gants et trouvé l'enregistrement. Mon cœur a coulé. La voiture était enregistrée au nom de Baldwin Snipes. Buster était là. Bev l'avait encore. Comme toujours, je suis rapide à élaborer un plan avant d'agir. Lorsque j'ai aperçu le portefeuille de Buster sur le siège passager, tout s'est éclairci. J'ai pris son permis de conduire, quelques cartes avec son nom et l'enregistrement, puis j'ai remis le portefeuille à sa place. Ensuite, j'ai déverrouillé la voiture de Bev avec ma clé de rechange, trouvé son sac à main et pris son permis de conduire et sa carte de crédit. En fouillant dans son portefeuille, j'ai trouvé une boîte de préservatifs, avec plusieurs manquants, et un reçu de la veille, confirmant ce que je suspectais. Son portable manquait aussi. Après avoir tout remis, j'ai verrouillé la voiture et suis rentré dans ma chambre. Dans ma chambre, j'ai appelé un pote de l'université en Pennsylvanie et expliqué la situation. Je lui ai donné le nom, l'enregistrement et le numéro de téléphone de Buster et lui ai demandé d'appeler la police de l'État de Pennsylvanie depuis une cabine téléphonique, prétendant être Buster et signalant que sa voiture avait été volée. Mon ami était heureux de m'aider. Ensuite, j'ai vérifié le compte de carte de crédit de Bev en ligne. Il y avait un frais de motel de plus tôt dans la journée et un retrait en espèces de $200 de la veille. Il semblait qu'elle payait Buster pour coucher avec elle et même fournissait les préservatifs. J'ai également trouvé des frais similaires d'un autre motel quelques mois auparavant. Puisque c'était la carte de Bev et qu'elle la gérait, je n'y avais pas beaucoup prêté attention. Elle s'était plainte de la limite de $1000, mais ne s'en était jamais trop souciée. Je ne pense pas qu'elle sache que j'avais accès à tous nos comptes. J'ai appelé la société de carte de crédit et signalé que sa carte avait été volée plus tôt dans la journée, expliquant qu'elle avait été laissée à la maison pendant qu'elle était partie. J'ai signalé les frais de motel comme frauduleux, mais j'ai laissé le retrait de $200 pour qu'elle s'en occupe. Enfin, j'ai fait un appel anonyme à la police locale, signalant une voiture suspecte au motel. J'ai alors jeté tout ce que j'avais pris, y compris la carte de crédit découpée et les déchets. Je ne me souciais pas de la chambre dans laquelle il se trouvait. Vous pouvez me tromper une fois, mais pas deux. C'était satisfaisant de voir tout prendre forme, même les parties que je n'avais pas planifiées. Environ une demi-heure après avoir passé mes appels, j'ai entendu une agitation dehors.
Le concierge de l'hôtel disait à quelqu'un de payer en espèces ou de partir parce que sa carte de crédit avait été signalée volée. J'ai reconnu la voix de Buster menaçant le concierge, tandis que Bev essayait d'expliquer que c'était une erreur. Buster a dû intimider le concierge car j'ai entendu la porte claquer et j'ai vu le concierge retourner au bureau où il a immédiatement appelé la police. Ils sont arrivés dans les 5 minutes, ont parlé au concierge, puis se sont dirigés vers la chambre située sous la mienne. J'ai entendu la police frapper, suivie de voix en colère. Un agent a vérifié les plaques d'immatriculation des 2 voitures, puis a effectué une vérification dans la voiture de police. Peu après, j'ai vu Bev et Buster, menottés, être conduits vers la voiture de police. Un autre agent a sorti un sac en plastique, contenant probablement leurs affaires personnelles. Environ 1 heure plus tard, un dépanneur est venu chercher la voiture de Buster. Bien que déranger leur nuit m'ait donné un certain plaisir, je me sentais toujours malade. J'étais assis dans ma chambre sombre, me demandant comment les choses avaient pu en arriver là et ce que je devais faire ensuite. Sans surprise, Bev n'a pas passé son appel habituel de 21 heures. J'ai laissé un message sur sa messagerie vocale, exprimant mon inquiétude. Vers 22 heures, j'ai vu son père quitter la maison dans sa voiture, mais je ne pouvais pas dire si sa mère était avec lui. J'ai appelé sa mère mais il n'y avait pas de réponse, donc j'ai laissé un message lui demandant de dire à Bev de m'appeler lorsqu'elle serait rentrée. Cette partie était la plus difficile pour moi. Je m'étais vraiment rapproché des parents de Bev, surtout de son père. Une fois, il m'a même dit à quel point il était content de m'avoir comme gendre et combien il appréciait mon influence positive sur Bev. Il a également partagé qu'il et la mère de Bev avaient traversé une période difficile avec elle pendant ses 2 dernières années de lycée. Elle était populaire mais traînait avec une bande qu'il n'aimait pas. Ils espéraient qu'elle obtiendrait son diplôme et irait à l'université, mais ses notes étaient si médiocres qu'elle devait fréquenter un collège communautaire avant de finalement entrer dans une université. Son père avait failli pleurer en me disant à quel point ils étaient déçus qu'elle soit à peine diplômée. Il a mentionné que la seule personne classée plus bas qu'elle dans sa classe était le petit ami de mauvaise réputation de Buster. Nous parlions souvent d'elle, et je savais qu'il y avait plus qu'il ne disait. Cela ne m'a pas surpris lorsqu'il a dit qu'il avait interdit à Buster d'entrer chez eux durant leur dernière année. Malheureusement, il n'a pas pu l'en empêcher de le voir. Il avait même considéré la retraite anticipée et un déménagement avant sa dernière année, mais maintenant il regrettait de ne pas avoir suivi son instinct. Notre mariage avait été un rayon de soleil pour ses parents. Après avoir fini quelques emails, j'ai décidé que je ne voulais pas rester jusqu'au matin. Bev devait rentrer l'après-midi et j'avais des choses à faire avant son arrivée. J'ai fait mes valises et suis allé au bureau pour faire le check-out. Il était presque minuit quand j'étais sur le point de monter dans ma voiture et une autre voiture a pénétré dans le parking. C'étaient les parents de Bev. Ils se sont arrêtés derrière la voiture de Bev et sa mère, que je n'avais pas vue plus tôt, est sorti et est allé vers la voiture de Bev. Avec les portes ouvertes, je pouvais entendre Bev pleurer à l'arrière et son père ne semblait pas trop content. Les 2 voitures sont parties et se sont dirigées chez elle. En rentrant chez moi, je pensais à ce qui s'était passé. Oui, j'étais blessé au-delà de toute mesure, mais il était clair que ce que Bev voulait vraiment, c'était une vie facile et aussi une aventure. Je ne pouvais pas vivre avec ça. Elle m'avait montré cela 2 fois que je savais, et probablement plus derrière mon dos. J'étais imprudent de penser qu'elle avait changé ou qu'elle changerait. Au moment où je suis rentré chez moi, j'avais accepté la réalité. Nous étions finis. Si elle ne l'avait pas fait dans mon dos, j'aurais peut-être été plus indulgent. Mais comme elle l'a fait, je pensais que si j'étais généreux, je ne ferais que bénéficier à ce connard de Buster. J'ai décidé de la couper complètement. Bev ne savait pas qu'il y avait des photos de beaucoup de leurs escapades, certaines prises durant la réunion. Penny, une vieille amie à moi, avait veillé à ce que j'obtienne des copies des photos de la réunion, pour un usage futur, comme elle l'a dit. À l'époque, je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire, mais maintenant cela avait du sens. Je n'avais même pas regardé ces photos parce que je n'en avais pas besoin, mais maintenant je réalisais qu'elles pourraient être utiles. Vers 9 heures le lendemain matin, j'ai appelé la maison de Bev. Sa mère a répondu, et je pouvais entendre dans sa voix qu'elle était bouleversée. Elle a dit qu'ils avaient reçu mon message, mais au moment où elle l'a donné à Bev, il était trop tard pour appeler. Elle a ajouté que Bev était encore au lit, qu'elle avait eu une nuit difficile. J'ai répondu, oui, je le sais. Elle a demandé ce que je voulais dire, et j'ai dit, cela n'est pas important pour l'instant. S'il te plaît, réveille Bev. Je rappellerai dans 15 minutes.
Sa mère a commencé à dire quelque chose, mais j'ai raccroché. Quand j'ai rappelé, sa mère a de nouveau répondu et a dit que Bev n'était toujours pas levée, mais qu'elle m'appellerait cet après-midi avant de rentrer chez elle. Elle n'est pas prête à parler pour le moment. J'essayais de rester calme, mais ma patience s'épuisait. J'ai dit, maman, Bev est censée rentrer cet après-midi avant le dîner, pas simplement faire demi-tour. S'il te plaît, va lui dire tout de suite que je sais exactement ce qui se passe, et il est dans son intérêt de venir immédiatement au téléphone. Sa mère semblait hésitante. Cliff, s'il te plaît, sois patient. Bev va bien, mais elle a passé une nuit vraiment difficile. Je pris une inspiration et répondis, maman, si tout ce dont j'avais besoin de lui parler était le fait qu'elle s'était retrouvée en prison la nuit dernière, j'aurais attendu. Mais ce sont des choses bien plus importantes. Qu'un petit séjour d'une nuit. Il y avait un silence mortel à l'autre bout, et je n'étais pas sûr que l'appel avait été coupé. Ensuite, d'une voix basse, sa mère a dit « Attends » et est allée la chercher. Un instant plus tard, j'ai entendu Bev crier « Quoi ? Comment sait-il » Sa mère a dit quelque chose que je n'ai pas pu saisir, et un moment plus tard, Bev a pris le téléphone. Elle avait retrouvé son calme et dit d'un ton trop doux « Salut chérie, de quoi s'agit-il ? Tu as dit à maman que j'étais en prison ? Pourquoi dirais-tu cela ? J'ai fait une pause un instant, puis j'ai dit, s'il te plaît, ne m'appelle plus chérie. Je suis désolé d'avoir évoqué le fait que tu sois en prison, mais abandonnons cette mascarade. En fait, j'aurais dû dire que toi et ton jouet Buster avez été emmenés en prison. Vous avez apparemment rendez-vous et dormi avec lui, et ce depuis que vos parents sont revenus près de Philadelphie. Il y eut un silence. Enfin, d'une voix faible, elle a dit, je serai chez moi ce soir. Pouvons-nous en parler alors ? Oh, absolument pas, ai-je rétorqué. N'ose même pas penser à revenir ici. Il n'y a rien à discuter désormais. Tout ce que tu as à faire est d'écouter ce que je dis en ce moment. Elle a supplié, s'il te plaît, Cliff, pas ici, où maman et papa peuvent t'entendre. D'abord, Bev, je ne pense pas que tes parents vont entendre quoi que ce soit de nouveau. Ils savent déjà que tu es fondamentalement une prostituée ordinaire, et je suppose que tu n'as pas remarqué ce que j'ai dit. Je n'ai pas mentionné une discussion. J'ai dit que tu ferais mieux d'écouter ce que je te dis en ce moment. Tu n'as plus de maison à laquelle revenir. Il n'y a plus de maison, et il n'y a plus de mari. La maison sera mise sur le marché lundi. Et tu pourras venir prendre ce que tu veux avant qu'elle ne soit vendue. Je poursuivis. Puisque j'ai réalisé que je ne pouvais plus te faire confiance après la réunion, j'ai refinancé la maison. Tu peux t'attendre à recevoir une partie des économies, mais ce ne sera pas plus de 5 000 à 8 000 $. Notre compte d'épargne contenait environ 5 000 $ et la moitié t'appartient. Je pouvais l'entendre commencer à balbutier, mais je continuais. Juste pour que tu saches, je me suis versé un salaire de 2 500 $ par mois, et après le divorce, tu recevras peut-être 1 000 $ par mois en pension alimentaire, et pour être honnête, je vais lutter pour te payer le moins possible. Tu peux garder la voiture, ajoutai-je, mais tu devras reprendre les paiements mensuels de 525 $ immédiatement. Il ne reste que 34 paiements et je ne ferai plus aucun autre paiement. Elle a commencé à me crier des insultes, et quand j'ai mentionné la pension alimentaire, elle a crié, « Tu gagnes beaucoup plus que ça. Je vais demander 10 000 $ par mois en pension alimentaire. » Elle s'est emportée en entendant que je gagnais plus de 2 500 $ par mois, mais en dehors de ce salaire, la société dépose un dividende mensuel sur mon compte offshore, et tu n'en recevras pas un centime. Elle a de nouveau hurlé des blasphèmes, et j'ai entendu son père lui crier qu'il lui donnerait une claque si elle ne se calmait pas. Je dis calmement, je pensais que tu ne voulais pas que tes parents entendent tout ça. Tu ne m'as laissé d'autre choix que de demander le divorce, et tu ferais mieux de vite trouver un emploi car Buster ne peut sûrement pas se soutenir lui-même, encore moins toi deux. Oh, et au fait, tu auras accès à 125 $ par mois de notre compte courant jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Elle a de nouveau crié et la ligne est tombée. Peu de temps après, j'ai entendu un bruit sourd. Je pense que son père lui a vraiment mis une claque. Ensuite, j'ai entendu son père lui crier de sortir de la maison jusqu'à ce qu'elle puisse se comporter comme une dame. Quelques minutes plus tard, mon portable a sonné. C'était le père de Bev. Il s'excusait pour son comportement et me disait qu'elle faisait ses valises pour revenir à la maison et qu'elle viendrait avec Buster pour m'enfermer dans le placard. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour moi. Je serais sorti de la maison avant qu'il n'arrive. Pendant notre conversation,
il a admis qu'il l'avait frappé, et il a commencé à pleurer, disant que son visage était enflé et qu'il n'avait jamais frappé quelqu'un auparavant. Cela a été la dernière goutte pour moi. Il n'y avait aucun moyen que je puisse aimer ou vivre avec quelqu'un de si égocentrique qu'elle ne se souciait pas de qui elle blessait. Mon cœur se serrait pour ses parents. Ça fait 5 ans maintenant. En regardant les choses aujourd'hui, je suppose que je dois admettre que devenir un homme d'affaires prospère ne gomme pas ma côté intello. J'ai doublé la taille de mon entreprise et je prévois de doubler à nouveau dans les 5 prochaines années. Je n'ai vu Bev que 2 fois depuis notre divorce qui a été finalisé environ 1 an après cette nuit-là. Au cours du divorce, le juge lui a accordé un peu de clémence parce que je n'avais pas divulgué toutes les informations financières que j'étais censé. Mais en raison de son adultère flagrant, le juge ne lui a accordé que 20% de ce qu'elle aurait pu obtenir. Elle a reçu $800 par mois en pension alimentaire jusqu'à ce qu'elle se remarie. Chaque année, à notre anniversaire, je lui envoie un chèque de $9 600 pour couvrir les paiements de l'année. Je fais les choses ainsi pour ne pas avoir à penser constamment à elle, et pour lui rappeler ce qu'elle a laissé tomber. Quand je repense à notre courte première mariage, je me souviens de toutes les fois où Bev disait qu'elle m'aimait. Je me suis demandé beaucoup de fois. Est-ce que c'était jamais vrai? La nuit où j'ai mis un terme aux choses, comme vous le savez, Bev et Buster ont été arrêtés. Bev a pu appeler ses parents et avec quelques difficultés, ils ont organisé une caution pour elle. Ce n'était pas facile à gérer après 22 heures dans une petite ville, mais son père est parvenu à régler les choses avec le motel et elle est revenue devant le tribunal la semaine suivante. Aucune accusation n'a été retenue contre elle. Buster, cependant, a passé 2 jours en prison jusqu'à ce qu'il réalise que le rapport de voiture volée était une erreur. Il a été libéré le lundi. D'après les dossiers que j'ai rassemblés, et d'après ce que les parents de Bev m'ont dit, ce n'était pas leur première rencontre. En fait, c'était au moins la 12e. 7 se sont déroulés avant la réunion, et 5 autres après. Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai vérifié nos relevés de carte de crédit. Bev les avait tous gardés bien organisés. J'ai trouvé cette frais d'avion et d'hôtel remontant à peu après notre mariage. Tous étaient pour Philadelphie et correspondaient avec des voyages que j'avais faits hors de la ville. Lors de ce dernier voyage, Buster avait même amené son pote Jimmy, qui semblait bien s'entendre avec Janice. Ce soir-là, ils ont même terminé avec un quaternion. La nuit suivante, Bev et Buster voulaient du temps seuls, alors Bev a loué une chambre de motel. Comme Bev ne pouvait pas sortir Buster de prison, elle a passé les 2 jours suivants chez Janice. Lorsqu'elle est rentrée chez ses parents, son père l'a mise à la porte. Le lundi, Bev est rentrée avec Buster. Mais à ce moment-là, j'avais déjà déménagé tous mes biens dans un appartement et j'avais pris 2 semaines de congé pour des vacances à Aruba. Ils ont essayé de me retrouver, et je suis sûr que la principale raison pour laquelle Buster a accompagné Bev était de m'enfermer dans le placard. Quand ils n'ont pas pu me retrouver, ils ont saccagé la maison. Ils ont brisé des meubles, fracassé des fenêtres, détruit de la vaisselle, percé des trous dans les murs, arraché des luminaires, vidé le frigo et le garde-manger sur le tapis, et même jeté une chaise à travers la douche en verre. En somme, ils ont tout saccagé. La responsable de l'agence m'a appelé mardi soir pour m'informer des dégâts. Je lui ai dit de faire nettoyer et réparer les lieux et de m'envoyer la facture. Je déduirai les coûts de la part de Bev lors de la clôture. En fin de compte, la maison a rapporté $12 000 après les réparations, qui ont coûté environ $4 000. J'ai obtenu les $6 000 qui m'étaient dus, et Bev n'a gagné que $2 000. Bev a essayé de nier avoir saccagé la maison, mais j'avais 3 voisins qui avaient été témoins de la destruction. Elle n'a pas contesté la revendication. Lorsque Buster et Jimmy sont retournés à Philadelphie, ils avaient été absents pendant plus d'1 semaine et avaient tous 2 perdu leur emploi. Ils ont dû mendier et dormir dans la voiture de Buster jusqu'à ce qu'ils retrouvent du travail 2 semaines plus tard. Après avoir eu de nouveaux emplois, Buster est devenu un pupille de l'État. Il ne pouvait plus travailler dans la construction en raison de blessures causées par un collègue qui était en colère que Buster ait couché avec sa femme. Après cela, Buster a travaillé dans une société de télémarketing. 2 semaines après l'incident chez les parents de Bev, j'ai déjeuné avec son père. Il semblait nerveux lorsque nous nous sommes assis. Nous avons passé un agréable repas, et après quelques petites discussions, il s'est excusé pour la tournure des événements. Il a remercié maintes fois d'avoir essayé d'aider Bev et a exprimé combien il était le cœur brisé lorsque j'ai découvert ce qui s'était passé. Il a dit que les ennuis de Bev avaient commencé lorsqu'elle est devenue une jeune femme populaire et attirante au lycée, mais qu'elle était gravitée vers le mauvais groupe.
Il a découvert ses activités sexuelles à la fin de sa 2e année. Et malgré ses efforts et ceux de sa mère pour lui parler, cela n'a pas aidé. La plus grande surprise est venue lorsqu'il m'a dit que Buster l'avait mise enceinte à la fin de sa dernière année. Ils ont réussi à garder l'avortement secret à cause des vacances d'été. Bev ne m'a jamais parlé de l'avortement. Son père a également révélé qu'elle avait été traitée pour une MST juste avant le début de la suivante année scolaire. C'est à ce moment-là qu'il a interdit à Buster d'entrer chez eux. Il a appris beaucoup plus tard que la grossesse et la MST n'étaient peut-être pas dues à Buster, bien que cela le soit probablement. Il ne s'est rendu compte qu'ensuite que Bev était devenue une sorte de bicyclette au lycée. L'histoire de Bev est triste. 2 semaines après notre rupture, et après que Buster ait eu un nouvel emploi, elle a déménagé à Philadelphie pour vivre avec lui et Jimmy. Je ne sais pas comment elle a subvenu à ses besoins, mais je peux deviner. 2 mois après, elle a subi un autre avortement. Ce n'était pas le mien puisque j'avais utilisé des préservatifs depuis que nous avions renoncé à fonder une famille. Ironiquement, j'étais prêt à fonder une famille juste avant qu'elle ne me trahisse à nouveau. Que ce soit le bébé de Buster ou non, je crois que c'était. 6 mois plus tard, Bev a quitté Buster à la période où il a été violemment frappé par un collègue pour avoir couché avec sa femme. Elle est retournée chez ses parents et travaille désormais comme serveuse dans un café local. Elle a pris environ 40 livres et ne ressemble plus à la pom-pom girl qu'elle était autrefois. J'ai entendu dire qu'elle avait pas mal changé, en grande partie parce que son père la garde sous strictes règles. Elle est autorisée à rester chez ses parents tant qu'elle respecte ces règles. La plupart de ces informations proviennent de son père. Je ne leur rends pas visite puisque Bev est toujours là. Mais son père et moi parlons plusieurs fois par an. Il m'a appelé hier et a dit qu'il serait en ville bientôt et voulait parler. Il a mentionné des clarifications sur beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr de ce que je pense de cette conversation, mais cela pourrait répondre à quelques questions persistantes. Cette semaine a été intéressante. J'ai rencontré le père de Bev et il m'a raconté plus que je n'en avais envie. Mais il m'a surpris avec une chose. Bev avait enfin avoué à son père qu'elle m'avait épousé principalement pour sa stabilité financière. Elle ne pouvait tout simplement pas se séparer de Buster et de l'exhibitionnisme sauvage qu'il proposait. Elle a dit à son père qu'elle regrettait d'avoir laissé l'exhibitionnisme et le sexe prendre le dessus sur sa vie. Quand Buster l'a mise enceinte pour la seconde fois pendant qu'elle vivait à Philadelphie, elle a réalisé son erreur. Elle a dit qu'elle n'était rien d'autre qu'un jouet sexuel pour lui. Il l'a même donnée en prostitution, lui offrant juste assez d'argent pour les courses et l'alcool. Il l'a abandonnée quand il a appris qu'elle était enceinte. Pire encore, l'avortement a été mal fait, et elle ne pourra plus jamais concevoir, même si elle rencontre quelqu'un de bien. Je me suis rendu compte que les actes de Buster ne se déroulaient pas à Philadelphie. Cela est arrivé après qu'il ait déménagé à Atlanta suite à leur rupture. Un ami de Bev a croisé Buster à Atlanta et ne l'a à peine reconnu. Désormais, c'est un clochard, fin, avec des dents cassées et jaunes, une barbe en bataille et de longs cheveux. Il a ruiné beaucoup de vies, y compris la sienne. Est-ce que je ressens de la sympathie pour lui? À vous de décider. Maintenant, la bonne nouvelle. Samedi, la même semaine où j'ai rencontré le père de Bev, j'ai emmené Penny dîner et danser. Son mari était décédé dans un accident d'avion environ 1 mois après la réunion. Penny et moi avons commencé à sortir ensemble depuis 4 mois et je lui ai proposé ce soir-là. La meilleure partie? Elle a dit oui. Au début de notre relation, elle ne pensait pas vouloir se remarier, mais elle était heureuse de trouver de la compagnie. Je n'étais pas sûr d'une relation sérieuse non plus après ce que j'avais traversé. Mais après notre 5e rendez-vous, elle m'a invité chez elle pour le dîner et j'ai rencontré ses 2 enfants. Nous nous sommes très bien entendus, et je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a reconsidéré. Elle s'est rendue compte que ses enfants avaient besoin d'une figure paternelle, et nous avons découvert que nous avions beaucoup en commun. Au cours de notre 3e mois ensemble, il semblait inévitable. Elle était toujours hésitante, mais ce samedi soir, je suis allé jusqu'à la demande en mariage, et elle a accepté. Nous nous sommes mariés quelques mois plus tard et avons célébré notre 25e anniversaire. Nous avons ajouté un petit garçon à notre famille environ 18 mois après notre mariage. J'ai vendu mon entreprise et pris ma retraite il y a 2 ans. Les enfants ont grandi et ont déménagé dans une belle maison sur l'île de Hilton Head. Je ne pense guère à mon passé. Les parents de Bev sont décédés il y a plusieurs années. C'était triste mais aussi un soulagement.
Mes discussions avec son père n'étaient jamais heureuses et gardaient toujours le souvenir de mon premier mariage vivant. Je n'ai aucune idée de ce que devient Bev maintenant. Et bien que cela puisse sembler impitoyable, je ne m'en soucie vraiment pas. Bien que j'admette qu'à de rares occasions, quand elle me traverse l'esprit, je ressens un peu de pitié pour elle. Et oui, je dois reconnaître qu'en quelque sorte étrange, elle a joué un rôle dans ma transformation d'un air à un homme ordinaire. Peut-être un peu plus aventureux que l'homme ordinaire, mais après tout ce qui s'est passé, je suis heureux maintenant. Vous ne pouvez pas imaginer combien cela signifie quand Penny me dit « Je t'aime ». Et je sais que c'est vrai. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.